En direct de la source, sur la thématique Covid-19, l'hydroxychloroquine a-t-elle tué? Largement prescrite dans le monde depuis plus de 70 ans, l'hydroxychloroquine est un médicament précieux. Elle sauve des vies. Elle soigne des gens souffrant, par exemple, de maladies auto-immunes. Les patients ne risquent rien quand ils reçoivent ce médicament sous la prescription d'un médecin, aux bonnes doses, dans les bonnes circonstances. Et quand un risque, notamment cardiaque, apparaît, ils sont suivis de près. Évidemment, l'hydroxychloroquine ne tue pas 10% de ceux à qui on en donne. Vous l'avez entendu, cette statistique, que dans la bouche de Didier Raoult, qui accuse ses contradicteurs de dire n'importe quoi. Donc personne ne l'a dit, personne ne le pense, et on pourra en reparler de ces 10% qui ne sont pas ce qu'il veut vous faire croire. Et puis est arrivée la pandémie de Covid-19 avec sa première vague meurtrière qui a rempli les hôpitaux, les services de réanimation notamment, qui a mis à l'épreuve tout le système de santé et la pression sur les chercheurs afin qu'ils proposent un traitement. Face à une nouvelle maladie avec des complications multiples et sévères, on ne peut pas affirmer d'emblée que l'on sait de quelle manière une molécule, même bien connue, va agir. Certains ont cru que la hydroxychloroquine, efficace in vitro, allait soigner les gens de la Covid-19. Bon, on pouvait le croire. 4 ans ont passé maintenant. Et on connaît la réponse. Hélas, non, cette molécule ne soigne pas le Covid-19. Le bénéfice n'existe pas. En santé, on doit toujours avoir à l'esprit le rapport bénéfice-risque. Quand le bénéfice est à 0, le risque devient inacceptable. Et une étude publiée récemment a quantifié les conséquences de ce risque avec un chiffre que vous avez vu passer dans les médias. C'est ce papier-là. Lors de la première vague en 2020, dans 6 pays, dont la France, environ 17 000 morts prématurées liées au Covid-19 sont dues à l'usage de l'hydroxychloroquine. C'est une étude signée par Alexiane Pradel, Sabine Mainbourg, Steve Provencher, Emmanuel Massy, Guillaume Grenet et mon invité ce soir est le dernier auteur, le professeur Jean-Christophe Legat. Avant de le recevoir, je signale qu'il est insulté, menacé, à l'instigation de l'habituelle bande qui entoure Didier Raoult et le blog complotiste François, et que ça se produit alors même qu'il y a quelques jours, Didier Raoult a publiquement remercié le rappeur Booba après que celui-ci a traité d'assassin le docteur Jérôme Barrière, oncologue qui consacre du temps, gratuitement, à informer le public sur la santé, sur Twitter et aussi sur YouTube, puisqu'il était l'invité de La Tronche en Vient dans le numéro 2 de sa cool de source au sujet de la rétraction des études pourries portant sur le Covid-19. C'était en septembre 2022. Et donc je vais vous lire, ça va prendre encore une minute, le communiqué de la Société française de pharmacologie et de thérapeutique, la SFPT, du 24 janvier. Stop au harcèlement des scientifiques et à la mise en danger de la santé publique. La SFPT dénonce la campagne agressive de dénigrement et de harcèlement dont font l'objet les auteurs d'un article publié dans Biomédecine et Pharmacothérapie, c'est l'article en question, dont nous parlerons ce soir, visant à estimer le nombre de décès liés à l'utilisation compassionnelle de l'hydroxychloroquine. J'arrive pas avec ce nom, l'hydroxychloroquine, c'était quand même pénible, pourquoi ils n'ont pas appelé ça Simone ou François. Dans la Covid, article faisant suite au décès induit par cette molécule rapporté en pharmacovigilance et dans les essais cliniques. Le débat scientifique dans les suites d'une publication reste légitime, mais elle ne peut s'inscrire que dans le cadre d'échanges avec le journal et sous couvert d'une analyse scientifique rigoureuse. Si les réseaux sociaux constituent un moyen de diffusion de l'information, ils n'ont aucune pertinence dans le cadre des échanges scientifiques, notamment lorsque les discussions sont initiées ou entretenues par des auteurs sans compétences scientifiques et médicales évidentes. Dans ce contexte, la SFPT demande au ministère de la Santé, au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, au Conseil de l'Ordre des médecins, ainsi qu'à l'Université de Lyon 1 et aux Hospices civils de Lyon, de bien vouloir prendre toutes les mesures utiles à la protection des personnes. À l'origine de cette publication, une publication effectuée dans le cadre de leur activité de recherche pour le bénéfice de la collectivité nationale. On a le droit, donc, d'être en désaccord, c'est la fin de ce communiqué, et je donne mon avis avant de finir. On a le droit d'être en désaccord avec les idées, les arguments et les conclusions des uns et des autres, mais on voit trop souvent la même frange s'arroger le droit d'exciter la haine contre des chercheurs et des médecins. C'est pas le jour où un drame sera survenu qu'il sera temps de calmer ceux qui doivent l'être. Je referme cette parenthèse, qui n'est pas sans lien avec notre sujet, et je reçois le professeur Jean-Christophe Legat,
qui était bien patient jusqu'à présent et qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Tout fonctionne, je crois, on vous entend bien. Est-ce qu'il y avait des erreurs ou des imprécisions dans cet éditorial? Des choses sur lesquelles il faudrait Non, revenir et corriger? non, j'ai pas de commentaire à faire, c'était très bien. Donc, jusque-là, tout va bien. Alors, vous êtes donc l'un des co-auteurs de cette étude. Première question, obligatoire. Avez-vous des conflits d'intérêts? Non. Voilà. Votre spécialité, c'est quoi, vous, votre métier? Alors, j'ai deux métiers, comme beaucoup d'enseignants-chercheurs dans le domaine de la médecine. Côté médical, je suis interniste, et donc médecin hospitalier par ailleurs. Et puis, côté enseignement et recherche, je suis professeur de thérapeutique, autrement dit, j'enseigne le bon usage du médicament. Ok, donc c'est une spécialité qui n'est pas à l'IHU, celle-là, à ma connaissance. Alors, le papier nous dit, je traduis, décès induit par l'utilisation compassionnelle de l'hydroxychloroquine au cours de la première vague Covid-19, une estimation. Un usage compassionnel, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, hein, un usage compassionnel, c'est le traitement de la dernière chance pour des patients dont le pronostic est extrêmement sombre et qui vont mourir à court terme. Donc, Il y a des dispositions réglementaires par rapport à ça, mais pour faire simple, c'est ça. donc, quand on n'a plus de solution, on tente ce qu'on a. Voilà, en sachant que la solution, ce serait des traitements pour lesquels on connaît le bénéfice. Et donc l'usage compassionnel, c'est vrai que c'est important de le souligner, c'est des thérapeutiques dont on espère un bénéfice, mais dont on n'est pas sûr. Hein, donc ça peut être des chimiothérapies appliquées dans une maladie et des arguments de niveau de preuve imparfait suggèrent que ça pourrait marcher pour un patient qui a atteint d'un autre cancer. Hein, voilà. Et puis dans le domaine de l'infectiologie, hein, c'est un antibiotique qui est utilisé dans telle condition, un antiviral dans telle condition. On pense qu'in vitro, en fait, il y a une efficacité et le patient va mourir, on le pense, en fait, à brève échéance. Et donc, on utilise par extrapolation cette thérapeutique sans en connaître toujours l'efficacité et la sécurité. Donc, c'est éthique d'utiliser un médicament dans le contexte où on n'a pas mieux. Exactement. Il faut quand même informer le patient hein, qu'on est dans cette situation. Il faut s'assurer qu'on ne peut pas inclure le patient dans un essai thérapeutique. Oui, voilà. Il faut s'assurer que cela ne rentre pas en compétition avec l'inclusion dans un essai thérapeutique. Et puis, donc c'est des prescriptions qui sont dites hors autorisation de mise sur le marché. Donc, il est de bon ton de le faire de manière collégiale, bien évidemment. Hein, on discutait avec les différentes parties prenantes. Et puis, on enseigne le fait que cela peut engager notre responsabilité civile, ordinale et pénale, puisqu'on ne rentre plus dans le cadre de l'évaluation de la balance bénéfice-risque, hein, c'est le terme que vous avez très justement utilisé par les agences de régulation. Ok. Si on prescrit dans la fameuse autorisation de mise sur le marché, AMM, en fait, c'est la collectivité qui endosse les risques, Oui. considérant que cette évaluation était scientifique et, comment dire, portée par la société. Alors, donc on a une molécule. J'ai commencé par ça, hein. Elle est très connue, elle est utilisée. Il ne faut pas inquiéter les gens, elle marche. Pour là où on a les preuves qu'elle marche. Voilà. Euh, Oui, c'est ça, oui. et au-delà de Actuellement, ça, il se trouve que votre papier va, au-delà de dire qu'elle marche pas, il y aurait des morts. Donc, pourquoi est-ce qu'un médicament aussi prescrit serait-il dangereux? C'est quoi sa toxicité? alors, c'est un médicament, vous l'avez dit, qui est prescrit, justement prescrit dans deux maladies auto-immunes. En France, dans quasiment une seule indication, hein, c'est le lupus, c'est une maladie auto-immune rare. On en connaît les bénéfices qui est majeur, hein, c'est transformer le pronostic de la maladie. Mhm. Et puis, il y a une toxicité qui est avérée, mais faible, hein, dans une maladie qui est chronique. Et maintenant, Dieu merci, peu grave, voire non grave une toxicité qui est principalement rétinienne, hein, par dépôt du médicament au niveau de la partie postérieure de l'œil, et puis une toxicité cardiaque, qui est tout à fait exceptionnelle. Il y a d'autres effets indésirables, je ne vais peut-être pas forcément m'appesantir. Mhm. Et on considère habituellement que la toxicité des médicaments d'une maladie à une autre est à peu près identique. Mais là, on s'adresse à une maladie touchant le plus souvent des jeunes femmes hein, qui n'ont pas de défaillance d'organes. Et puis, donc, vous avez évoqué la Covid-19, hein, qui est une maladie virale. On connaît le taux de mortalité en population générale et en milieu hospitalisé. Malheureusement, est très différent de zéro. Et on sait que dans ce contexte-là, il y a une hyperinflammation, il y a une agression pardon, des organes, du poumon bien sûr, mais aussi du cœur et puis d'autres systèmes. Et à ce Oui, moment-là, c'est pas on a juste des une données. maladie respiratoire en fait.
La Covid-19, non, c'est une Oui. maladie effectivement qui touche Qui est plusieurs systémique? organes, Comment on peut l'appeler? oui, c'est ça, plusieurs systèmes, hein, donc les vaisseaux, notamment au niveau du cerveau, hein, on sait qu'il y a parfois des micro-infarctus qui peuvent survenir. Il y a 20 à 30% dans les formes sévères, hein, hospitalisées d'atteinte d'organes. Par exemple, il peut y avoir des hépatites aussi induites par le virus, des manifestations gastro-intestinales, la diarrhée par exemple, Voilà. un peu comme la grippe, hein, si vous regardez la grippe, si vous voulez, ou même quand vous avez la grippe, vous voyez bien que tout va mal, hein. C'est vrai. Vous avez mal à la tête, vous êtes confus, les enfants peuvent avoir parfois des calculs hallucinatoires, Ouais. Bon, alors que c'est une maladie à tropisme respiratoire. bah, mais du coup, c'est pas la maladie respiratoire la plus facile à régler de toutes, hein, comme on a pu l'entendre. Alors, votre étude se concentre sur 6 pays. Donc, je les cite: Turquie, Belgique, France, Espagne, Italie, États-Unis. Pourquoi ces 6 pays-là? Pourquoi c'est intéressant? Et racontez-nous un peu comment vous avez construit votre étude, s'il vous plaît. Alors on a pu estimer des chiffres parce que les données étaient disponibles pour ces pays. Donc on s'est servi de 4 paramètres. Le premier étant issu d'une publication collaborative coordonnée par des collègues de Californie qui a, par des techniques statistiques adaptées, estimé l'effet de l'hydroxychloroquine sur la mortalité dans la Covid-19. Hein. Donc, ils ont fait une sommation mathématique des essais publiés montrant une surmortalité d'environ 10%, 11% pour être exact, hein, je crois Oui. que vous avez évoqué le chiffre. Mm. Donc ça, c'est un des premiers éléments. Et on sait en thérapeutique que les chiffres relatifs, on ne sait pas bien en fait quel est leur impact. Hein. Si je vous dis que l'augmentation de la mortalité par les particules fines, c'est 4%, vous allez dire bah oui, mais je vois pas bien ce que ça veut dire. Si je vous dis que c'est 40 000 individus par an, là pour le coup, ça devient beaucoup plus fort. Ouais. Et donc, il faut qu'on arrive à convertir ces risques dits relatifs, hein, ces pourcentages, en risques absolus, c'est-à-dire bah, combien d'individus éventuellement pourraient être touchés. Je vous arrête Pour ça, juste on 5 avait... secondes. Vous avez évoqué Oui. 11%. Je crois que c'est là qu'est la confusion que M. Raoult veut alimenter en vous accusant, vous et ceux qui ont fait ces études, de dire que la chloroquine tuerait 10% ou 11% de ceux à qui on les donne. C'est pas du tout ça que disent les chiffres, on est d'accord? Non, 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 donc là, si on se mettait sous cette hypothèse, hein, c'est ce qu'on appelle une différence de risque absolu, c'est-à-dire que vous partiriez de 0% à 11%, de 10% à 21%. Oui. Hein, donc c'est pas du tout ça, c'est une augmentation dite relative, c'est-à-dire que si vous avez une mortalité, pour faire simple, hein, de 20%, vous prenez 10% de 20%, ça fait 2%, donc vous obtenez 22%. Donc c'est un petit sur-risque. Effectivement, c'était aussi un élément d'interrogation, c'est de se dire ce petit sur-risque, si vous voulez, à l'échelle d'une pandémie, bah, dans quelle mesure ça peut générer des Ouais. effets forts. Euh, voilà, donc on avait besoin de 3 autres paramètres. Hein. Donc encore une fois, c'est des études qui avaient inclus des patients hospitalisés hein, sur risque de 11% en relatif. On avait besoin du nombre de patients hospitalisés par pays, du taux de mortalité brut chez ces patients hospitalisés, et puis bien sûr en fait du taux de prescription dans ces pays parce que des éléments suggéraient que effectivement ça avait été beaucoup prescrit, mais on n'en connaissait pas vraiment la portée. Quand je parlais d'éléments qui suggéraient, ben, on a eu des ruptures de stock pour traiter nos patients avec des lupus. Il y a dû avoir une interdiction de délivrance en officine dans les pharmacies hein, du médicament lors de la première vague. Voilà, et puis il y avait eu des prises de position relativement fortes. Et c'est peut-être d'ailleurs à peu près la seule originalité, à part l'approche de notre papier, bah, c'est d'essayer d'avoir estimé ce taux de prescription pays par pays. Et puis après, on a utilisé un modèle simple, en fait, multiplicatoire, hein, en faisant une multiplication sur les Ouais. quatre Donc, paramètres. soyons bien clairs, on n'a pas les noms des morts. Vous n'êtes pas allé enquêter sur qui est mort de quoi, machin. C'est un modèle mathématique, épidémiologique, je sais pas comment il faut le dire. On sait bien qu'il y a des Extrêmement. gens qui conspuent ce type d'approche, mais bon, euh, est-ce qu'on pouvait faire mieux? Est-ce qu'il y a une approche plus efficace que la vôtre pour évaluer? Alors, c'est une excellente question. Si on veut faire déjà un parallèle sur ce qu'on a fait, c'est le terme pour être simulation ou micro-simulation. Hein. C'est ce qui est utilisé lorsque, par exemple, un gouvernement veut changer des règles fiscales. Ben, il projette en fait sur la population Oui. les effets qui vont être induits par la nouvelle réglementation. Bah, nous, c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a essayé de se mettre dans les conditions les approchées, les plus exactes lors de la première vague pays par pays. Donc c'est ça qu'on a fait.
Donc vous avez raison de dire que il y a pas, c'est pas des individus identifiés, exacts, qu'on peut pointer, Dieu merci, a posteriori. Si on veut avoir, je pense, une meilleure estimation, mais il faut revenir au plus proche des données cliniques. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir, par les systèmes d'information, l'exposition exacte de la molécule en question, l'hydroxychloroquine, chez les patients hospitalisés, notamment chez les patients décédés. Et si on veut encore mieux faire, mais là, déjà, c'est un travail extrêmement compliqué parce qu'il y a beaucoup de systèmes d'information, il y a beaucoup de logiciels pour parler simplement dans la délivrance des médicaments, hôpitaux par hôpitaux et pays par pays. Et puis, il faudrait voir en fait les données cliniques chez ces patients éventuellement décédés pour voir s'il y a des critères d'imputabilité, type événement cardiaque, avéré, modification de l'électrocardiogramme, mort subite, qu'on ne comprendrait pas. C'est sûr que quelqu'un qui, par exemple, prendrait de l'oxychloroquine, qui est à l'hôpital, malheureusement, chute par maladresse, hein, pas par confusion, mais par maladresse, Oui, qui fait un hématome intracrânien, on se dirait bah, la molécule, elle est probablement pas responsable du décès. Donc il faudrait avoir la donnée clinique, et c'est ce que fait d'ailleurs les services de pharmacovigilance, les réseaux de pharmacovigilance, à qui on signale, c'est une obligation réglementaire, tout soignant doit signaler les effets indésirables, attendus ou non attendus. Et donc, eux, avec l'aide des cliniciens, des médecins, essayent de faire l'imputabilité événement par événement et de savoir si effectivement la molécule peut être retenue comme responsable ou pas. d'accord. Donc, je rappelle pour les gens qui débarquent que le chiffre de 17 000, c'est une évaluation qui est un ordre de grandeur. C'est-à-dire que dans le texte, vous précisez la marge d'erreur qui va peut-être choquer des gens, mais en fait, c'est une marge d'erreur, où vous dites que le chiffre a 95% de chance de trouver entre 3 000 et 30 000. Est-ce que j'ai bien compris? Alors, c'est en utilisant effectivement un des paramètres, et vous dites les choses très justement. La question sous-jacente qu'on se posait, on n'avait pas la réponse initialement, c'était de savoir si cette modélisation allait arriver à des dizaines, des centaines, des milliers, voire plus. On n'en savait strictement rien, si vous voulez. Et je pense que raisonnablement, on peut peut-être retenir le chiffre de quelques milliers de morts, hein, de manière minimaliste. Et Hmm. c'est d'ailleurs Newsweek qui avait repris notre publication en mettant ça. Alors je laisse à Newsweek l'authorship, hein, le choix de la première partie de l'auteur, c'était la drogue de Trump, a probablement fait des milliers de morts. Ouais. Hein, c'est pour vous dire aussi que c'est un sujet qui est mondial, si vous voulez, et qui n'est pas qu'un un sujet français. Hein. Oui, Mais je parce pense que que c'est une bonne manière d'approcher les choses. Je voudrais aussi dire, je pense que c'est important de l'entendre, qu'en pharmacologie, en thérapeutique, euh, on a plutôt tendance à vouloir ne pas minorer la sécurité, la toxicité des médicaments. Alors, autrement dit, en fait, ça ne nous fait pas peur éventuellement d'aller plutôt vers la surestimation parce que c'est des règles prudentielles. ouais. Et on C'est fait l'inverse c'est pour comme quand on veut l'efficacité. mesurer la toxicité, on pose une limite, on voit les effets et on la divise par 50 ou 20 ou 1000 ou 100 et on dit c'est là qu'on s'arrête, pour être plus prudent. Euh, je dirais qu'on ne veut pas prendre de risques pour la population, Ouais. donc on est prêt à avoir un niveau de preuve imparfait avant éventuellement de retirer une drogue du marché, si vous voulez. On ne peut pas prendre de risques en fait sur la toxicité. Et à l'inverse, sur l'efficacité, parfois on introduit dans nos méthodes d'évaluation des biais qui sous-estiment l'efficacité. Pour Notre être but, sûr. c'est ce qu'on appelle le biais d'optimisme, c'est Ouais, pas d'être suroptimiste en fait. tout à fait. Alors, juste par rapport aux ordres de grandeur, j'ai pas tous les chiffres, mais on avait un peu évoqué ça, c'est pour comprendre un peu. Donc, en France, ça correspondrait, en 2020, pendant la première vague, et uniquement à l'hôpital, à environ 200 morts. Voilà. Comme ça, Sous la pondération qu'on a peu oui, de données en France. Mais voilà. c'est effectivement un ordre de C'est l'ordre de grandeur qui grandeur. paraît pas Et pour que les gens puissent se rendre compte, ridicule. la vache folle, c'est 27 morts entre 96 et 2024. Le sang contaminé, c'est environ un millier de personnes contaminées ou tuées. Le Mediator, c'est entre 3 et 2000 personnes. En fonction des chiffres, vous voyez la marge énorme entre les différentes évaluations. Donc 200, c'est pas ridicule par rapport aux autres scandales qui ont fait vraiment, vraiment, vraiment scandale en France pendant les dernières de décennies. Et le chlordécone, je n'ai pas les chiffres, mais c'est sans doute pas autant. Donc, Je- Si je peux me bien sûr, reprendre, je ne sais pas si on peut parler de scandale, au sens où ces molécules, en France, avaient un support réglementaire pour leur utilisation. Et souvenez-vous, c'était une époque en fait où il y avait une incertitude qui était extrêmement franche. oui, on les a utilisés pour autre chose que ce qui était autorisé, c'est ça.
Donc le Haut Conseil de santé publique, en fait, avait rétabli des règles de prescription de ces molécules dites compassionnelles. Il y avait une liste, si vous voulez, et donc je vous les ai énoncées hein, très, très rapidement. On ne pouvait pas inclure les patients, et c'était une décision qui devait être collégiale, en attendant des données plus probantes avec des règles d'information. Donc, une fois qu'on fait ça, alors qu'il y avait une demande sociétale et des patients qui étaient extrêmement forts, ça me choque pas forcément ça me choque pas du tout d'ailleurs que les prescriptions aient été faites, hein. C'était fait dans les règles éthiques. Euh, ce qu'on voulait voir, si vous voulez, bah, c'est dans quelle mesure les comportements de prescription avaient généré des effets. Donc on l'a fait pour l'hydroxychloroquine. Un travail est actuellement en cours pour voir l'effet des autres molécules. Et les collègues ont probablement aussi sauvé des vies en prescrivant par exemple des corticoïdes. Les gens ont eu l'intuition d'utiliser des corticoïdes, si vous voulez, on sait a posteriori que c'est bénéfique. Donc Mhm. il y a eu aussi des comportements de prescription qui étaient favorables pour les patients, sans qu'on puisse a posteriori les réidentifier de la même manière, Alors, individuellement. je ne suis pas forcément extrêmement organisé, mais en gros, j'avais parlé un peu des pays, j'ai oublié. On n'a pas la Chine dans les pays. On pourrait dire quand même, la Chine, c'est le pays dans lequel Didier Raoult est allé pêcher l'idée que le traitement fonctionnait. Il a commencé par dire en Chine, ils font ça, ils ont raison. Il n'a pas arrêté de dire que la Chine était en avance sur tout le monde et qu'il fallait les écouter parce qu'ils faisaient mieux. Euh, et il prétend que c'est par, il a dit, hein, par racisme anti-asiatique qu'on a refusé cette hypothèse et ce médicament. Et donc en France, le taux de prescription de la chloroquine, dans votre étude, vous montrez qu'elle est très hétérogène d'un pays à l'autre. Et donc si Lydia Raoult a raison, la Chine a dû prescrire beaucoup de chloroquine et obtenir moins de morts. Et ça, vous n'avez pas cherché à le savoir. Est-ce qu'on a des données là-dessus? Alors on avait des soucis pour la Chine parce que vous savez que c'était des données épidémiologiques, hein, je parle des hospitalisations et des décès qui étaient extrêmement verrouillés par Oui. l'État chinois. Ça, c'était la limite infranchissable. Pour autant, effectivement, dans un travail qui est en cours de finalisation, on a colligé simplement les taux de prescription. Et effectivement, il apparaît que la Chine, on avait environ plusieurs dizaines d'études. Bah, la Chine a plutôt prescrit des corticoïdes, si vous voulez, que des dérivés de la chloroquine ou hydroxychloroquine. Probablement des comportements de prescription qui étaient centrés donc autour du Han, hein, c'est pas, ça a été très circonscrit tout de même cette Oui. virose. Mais il semble que le comportement de prescription de nos confrères chinois ne se soit pas porté sur Donc, cette molécule. c'est en clair, ils ont prescrit moins, voire beaucoup, beaucoup moins de hydroxychloroquine que la France ou l'Espagne. Oui, Moi, j'avais un chiffre qui n'est pas forcément une... Il faut l'assumer, donc je le dis parce que je l'ai vu passer, environ 2%. C'est l'ordre de grandeur. ouais, c'est probablement autour de ça, entre 0 et 10%, quoi. Donc, la Chine n'a pas prescrit enfin, beaucoup moins de chloroquine, alors que Lilia Roux dit qu'il faut prendre exemple sur elle. Je trouve que c'est intéressant. Cette hétérogénéité entre les pays, est-ce que c'était pas un problème pour avoir des conclusions? Bah, c'est quelque chose qui nous a surpris. C'est pas tant l'hétérogénéité entre les pays, c'était surtout l'hétérogénéité au sein des pays. Ah oui. Alors, on a l'habitude habituellement de voir des proportions, je vous passe des détails qui expliquent ça, qui sont variables, mais là, on avait des comportements de prescription qui étaient très variables et qu'on n'est pas arrivé à expliquer par ailleurs en utilisant les taux de mortalité, par exemple, la taille des échantillons, enfin des cohortes hein, qui avaient été constituées. Et donc, on suggère probablement qu'il y a ce qu'on appelle eu des effets centres, c'est-à-dire qu'il y a eu des différences de comportement d'un hôpital à un autre. Et effectivement, on a des papiers qui suggèrent, notamment du consoeur euh, à la PHP, qu'il y a des facteurs explicatifs sur les comportements de prescription, et notamment l'établissement d'un protocole institutionnel à l'échelle d'un service ou d'un hôpital et que cela soit dans des questionnaires adressés aux médecins statistiquement associés à l'augmentation de la prescription d'hydroxychloroquine. Il y a aussi, et moi-même j'ai pu le constater modestement avec mes interactions avec mes collègues hein, dans une unité Covid d'alors, c'est le fait de prescrire l'hydroxychloroquine. J'en prescris au quotidien. Dans le lupus, d'autres collègues le font, donc on a l'habitude de prescrire. Oui. On voit habituellement des effets effectivement sur la toxicité qui est très faible, hein. C'est un médicament qui est très bien supporté habituellement. Et donc certains disaient bah, c'est bien supporté dans le lupus, ça doit bien supporter dans la Covid. Donc au pire, c'est pas efficace. Dans tous les cas, ça sera pas toxique. Ouais.
Et le problème, c'est que le Covid, contrairement au lupus, a des atteintes cardiaques, donc ils vont dans le même sens que les effets secondaires du médicament. Donc Exactement, oui, il y a des papiers qui montrent en fait directement ces effets. Donc, il y a un collègue de Lyon, Francis Bessières, pour ne pas le nommer, en fait, avait montré que l'allongement de- des cycles cardiaques, je vais utiliser des termes qui sont peu techniques si vous voulez bien, en fait, c'était de l'ordre de 30% en cas d'exposition à l'hydroxychloroquine, alors qu'en l'absence de ce traitement, c'était de l'ordre de quasiment 0%. Vous voyez. Donc, on voyait des modifications de la conduction avec des techniques précises de mesure. Mhm. Et puis, par ailleurs, les données de pharmacovigilance, hein, notamment françaises, avec des efforts de Dijon et de Nice, avaient montré 8 décès. Je ne parle pas d'effets indésirables sévères, je parle bien de décès. 8 décès d'origine cardiaque sur une période de quelques semaines, à peu près un mois, si vous voulez. Donc, quand vous avez avancé le chiffre voilà, de quelques centaines en France, c'est possible parce qu'on sait que les signalements de pharmacovigilance sont très, très sous-estimés dans tous les systèmes de santé, un facteur 10, voire un facteur 20, si vous voulez. Alors, on va passer aux critiques que le papier a reçues. Sur la chaîne Toxin, je ne connaissais pas, Didier Raoult parle des auteurs en disant que ce sont 4 clowns que personne ne connaît et qui parlent de malades qu'ils n'ont pas vus. On ne va pas répondre à ça, je pense que ça ne sert à rien. Mais je- les gens qui estiment qu'on manque de respect envers Didier Raoult devraient se rappeler de comment parle ce monsieur. Chez Berkoff, le 4 janvier. Est-ce que je peux peut-être rebondir? Ah Parce bah que je si pense vous qu'il y voulez. a il y a un biais, peut-être, si vous voulez, c'est d'incarner les prescriptions et euh, identifier quelque chose, un institut, une personne comme à l'origine de ce comportement de prescription. Les prescripteurs étaient là, si vous voulez. J'aurais pu prescrire, d'autres ont prescrit, si vous voulez. Encore une fois, dans une situation d'incertitude qui était totale. Donc, je pense qu'il faut qu'on sorte, si vous voulez, de ces discussions qui ne mènent strictement à rien de positif et juste faire ce qu'on doit faire maintenant, alors qu'on a l'impression d'être sorti de la pandémie, c'est de faire le bilan, de savoir ce qu'on a bien fait et de savoir comment on peut s'améliorer dans les choses qui étaient imparfaites. Je vous J'entends rappelle, bien. hein, en France, j'entends beaucoup parler de mon confrère, si vous voulez. Aux États-Unis, c'est la drogue de Trump. Et je pense qu'au Brésil, on dirait que c'est la drogue de Bolsonaro. Vous voyez ce que je veux dire? On a tous l'impression qu'il y a Oui, un débat national centré sur une personne. Je pense que c'est pas une bonne chose que de voir les choses comme ça. j'entends. Et c'est plutôt bien. Euh, Malgré tout, il faut qu'on parle d'Arou parce que c'est quand même lui qui met ça en avant et qui en parle beaucoup, beaucoup. Et s'il n'était pas là pour en parler, il y aurait peut-être moins de polémique. En tout cas, vous serez peut-être moins harcelé. Chez Berkoff, le 4 janvier, euh, euh, attendez, il dit qu'ils ont publié l'intégralité des données sur les malades passés à l'IHU, les fameuses 30 000, etc. Et il dit, je cite, je peux vous dire, les gens qui ont reçu le détoxychloroquine, j'arrive pas, hein, Hmm. ont un taux de mortalité qui est 5 fois inférieur à ceux qui n'en ont pas reçu. Moi, je vous cite du Raoult, donc la mortalité elle est divisée par 5 et vous me dites qu'elle est multipliée par 1,1. Alors ça, c'est pas mon étude, notre étude, hein, qui montre ça, si vous voulez, c'est les dizaines d'essais contrôlés randomisés, hein, qui est la meilleure méthode d'évaluation possible. Et tous les essais montrent au mieux un effet nul, hein, sur la mortalité. Donc ça, je pense qu'il n'y a personne qui peut discuter du fait que c'est important de le dire. Simplement, c'est que l'hydroxychloroquine n'est pas un traitement de la Covid. C'est quand même, je veux dire, il va chez Berkoff. C'est bien Berkoff, c'est de la bonne radio de bonne qualité. C'est Raoult, c'est quelqu'un de sérieux. Il peut pas dire ça si c'est faux. Enfin, moi, je me mets à la place des gens qui ont tendance à dire quand même Raoult, c'est pas n'importe qui. Il peut pas être complètement cinglé au point de raconter que les gens meurent 5 fois moins si en fait ils meurent plus. Enfin, je vous mets un peu face à une question fermée, mais Ah, qu'est-ce qu'on en fait effectivement, de mais ça? je sais pas quoi vous répondre. Ah Peut-être oui. que la solution, modestement, est dans le débat contradictoire. Peut-être que c'est aussi des débats qui devraient rester, en tout cas initialement, au sein de la communauté scientifique. On a nous-mêmes des manières de résoudre Oui. des points de vue divergents. Surtout que ça fait Et 4 ans par maintenant, ailleurs, donc s'il y avait eu un débat scientifique propre, on aurait une solution, peut-être.
Une réponse? Je, je- En fait, je sais pas si c'est un débat. En fait, c'était aussi, vous avez évoqué les retentissements de cette publication. On a été nous-mêmes étonnés, si vous voulez, que ce soit encore l'objet de débat, puisque dans la communauté scientifique, si vous voulez, on est tous d'accord, les agences de régulation y compris, et très très précocement, dès 2020, si vous voulez, que, j'insiste, l'hydroxychloroquine n'est pas un traitement de la Covid-19. Ouais. Et on en est encore là à devoir répondre parce que il passe encore chez Hanouna, il a fait une interview chez Legend, des trucs qui sont vus des centaines de milliers de fois, beaucoup plus que ce que nous on fait ce soir, et il affirme ça, il affirme les yeux dans les yeux, comme l'autre, que les gens meurent 5 fois moins lorsqu'on les traite avec son traitement à lui. Bon. Je Euh, pense pas que j'ai pas vu cette étude que vous évoquez de 30 000 personnes, mais je pense qu'il est peu probable que ce soit ce qu'on appelle une étude randomisée. oui, Hein, bah c'est-à-dire non. qu'on tire de manière aléatoire pour ajuster sur l'ensemble des facteurs de confusion l'allocation du traitement. Donc je reçois l'hydroxychloroquine d'un côté, je ne reçois rien habituellement en placebo pour éviter les biais de mesure. Et on sait bien que des schémas différents des essais contrôlés randomisés pour mesurer l'efficacité ne sont pas opérants et sont associés habituellement à une surestimation du bénéfice. Dans la C'est même, vieux comme erreur. Ouais, dans la même interview avec Berkoff, il explique que lorsqu'on on veut tester un médicament, il faut qu'on utilise un placebo, donc qu'on ne traite pas la moitié des patients. Et il dit que éthiquement, c'est scandaleux, il ne faut pas faire des études contre placebo, parce que on traite des gens avec une molécule et en face, on ne les traite pas. Et moi, il me semble que c'est pas comme ça que ça se passe, donc peut-être qu'il n'est pas au courant. Est-ce que vous pouvez me dire comment ça se passe? Alors, je pense qu'il y a eu aussi dans notre communauté médicale, si vous voulez, lors de la première vague, modestement, 100 ans, mais j'ai participé aux soins dans les unités Covid lors de la première vague. Mais on a effectivement dit qu'il n'y a pas de traitement du virus. C'est pas vrai, si vous voulez. Oui, Recevoir de l'oxygène, c'est un traitement. Être intubé correctement, oui. c'est un traitement. Je vous passe tous les détails liés à la réanimation. Donc c'est ce qu'on appelle le standard de soins, si vous voulez, et l'expérience a montré dans des pays qui étaient moins dotés que nous pour le système de santé que ça sauve beaucoup de vies. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, en médecine, si vous voulez, il y a plusieurs principes, mais le premier, bah, c'est de prescrire des médicaments qui sont des médicaments, qui ne sont pas des candidats médicaments. Et pour atteindre ce niveau de preuve, il faut conduire des schémas expérimentaux qui sont corrects, hein. C'est ce que j'évoquais avec l'essai contrôlé randomisé. Mm. Et si on ne le fait pas, après, il y a éventuellement la prescription compassionnelle, dont je vous ai évoqué les limites. Et après, bah, il y a plus rien, si vous voulez. Donc, si on n'utilise pas des schémas expérimentaux corrects, on se retrouve à réappliquer des principes médicaux des années 50 et avant, qui ont abouti à rien, en fait, pour être franc. Regardez les publicités d'alors, alors, des vieux médicaments, je pense que vous allez voir des choses extrêmement bizarres, hein. C'est Donc c'était l'époque ça, où les médecins alors, conseillaient la cigarette, donc oui, bah, notamment, mais où on a pu donner des traitements sédatifs à des femmes enceintes. Où on a donné à l'époque la cocaïne en pensant que c'était un médicament. Enfin, c'était extrêmement bizarre, hein, si vous ouais. voulez. Donc, c'est pour ça que nos aînés, je pense que c'est important qu'on s'en souvienne, ont établi dans les années 60, 50-60, en fait, des méthodes d'évaluation pour des médicaments dont la taille d'effet, ce qui est habituellement malheureusement le cas, est le plus souvent modérée. Oui. Hein. C'est-à-dire qu'on a rarement la panacée, ça arrive, mais c'est assez rare. Et donc, pour mesurer des petits effets, parce qu'on peut avoir des biais dans la mesure, il faut avoir la méthode que j'évoquais avec vous, d'inclure des patients dans un schéma préétabli avec des méthodes statistiques adaptées et avec cette fameuse randomisation qui permet de gommer les facteurs de Voilà. confusion. Et quand on randomise, il n'y a pas la moitié des gens qui reçoivent rien, ils reçoivent le standard of care, je sais pas comment on dit en français, enfin le soin Alors, standard les soins habituels, établi. les soins courants, mais Voilà. qui sont des soins, hein. Bien sûr qu'on s'occupe d'eux. Ah Et à oui. l'inverse, si vous voulez, bah, exposer des patients à des candidats médicaments, bah, ça peut produire des effets très forts lorsqu'on se trompe d'abord sur l'absence d'efficacité. Et puis, bah, quand aussi on sous-estime la toxicité, c'était l'idée, si vous voulez, de ce papier-là dont on discute ce soir, c'est de savoir bah, dans quelle mesure ça peut produire des effets délétères. Est-ce que c'est 10, 20, 30, 100, 1000 ou au-delà? Ouais. Il faut un peu de méthode, quoi. Alors, parmi les critiques, on a des gens qui disent vous pouvez pas faire votre étude puisque on a mis Covid sur les fiches de gens qui sont morts d'autre chose.
des gens qui prétendent ça. Je ne sais pas comment est-ce qu'on est sûr que les gens que vous rentrez dans vos données et vous mettez dans vos statistiques pour évaluer l'effet du médicament, qui sont morts du Covid et pas d'autre chose. Bah, c'était des données qui ont été produites dans des registres nationaux, c'est-à-dire que les États ont considéré qu'ils avaient adjudiqué les causes de décès. C'est plus dur actuellement, maintenant que la Covid, Dieu merci, a perdu en létalité. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit des gens fragilisés un peu comme la grippe, et puis on ne sait pas bien s'ils ils meurent d'épuisement lié au grand âge et à d'autres maladies ou vraiment par le virus. Mm. À l'époque, on a vu une maladie qu'on ne voudra plus jamais revoir. Je n'ai jamais vu ça, hein. Vous voyez mes cheveux blancs sur la tête, si vous voulez. Le matin, on avait des gens qui avaient 2-4 litres d'oxygène, ce qui est des taux, certes, préoccupants, mais extrêmement modérés d'oxygène. On repassait 6 heures après, si vous voulez, alors qu'ils étaient en parfaite santé. On devait les intuber dans la foulée comme s'ils avaient des infections bactériennes gravissimes. On parle bien de virus, si vous voulez. Ouais. Donc, il s'est passé des choses extrêmement graves. On a saturé les réanimations. On n'avait plus de médicaments tellement il y avait de patients intubés. On n'avait plus de respirateurs. Je peux attester, et tous mes confrères avec moi, si vous voulez, qu'on a vu une maladie mortelle par atteinte pulmonaire, notamment, et par d'autres défaillances d'organes. Ouais. Malheureusement, la plupart des gens décédés de Covid-19 sont bien morts, si vous voulez, d'une forme pulmonaire gravissime. Je ne sais pas si vous sentez même mon émotion, mais on n'a jamais vu ça. On ne veut plus Bah, jamais le oui, revoir. Je me on a souviens. bien vu que d'ailleurs, des médecins sont morts, enfin, en termes de contamination, etc. Enfin, il y a quand même eu. Il Il y s'est avait des passé gens quelque de chose, 50 quoi. ans. Moi, je me souviens, à l'époque, on manifestait pour la sauvegarde de l'hôpital public avec des amis. Je me souviens d'un copain qui m'appelle alors que j'étais sur les quais du Rhône en me disant il faut qu'on arrête les manifestations. Je sors du ministère parce que mon ami a des responsabilités dans la filière maladie rare. Et il me dit ils ont projeté 100 000 patients intubés. Ce qui, a posteriori, en fait, était parfaitement possible, puisqu'on a eu des dizaines et des centaines de milliers de morts. Mais vous vous rendez pas compte, enfin, 100 000 patients intubés, personne n'est capable aucun système de santé est capable C'est d'assumer quoi ça, la, si vous c'est voulez. quoi la limite actuelle sous tension? Qu'on comprenne un peu C'est l'ordre très, d'idée. C'est quelques c'est un milliers? ordre de grandeur, hein, vous n'êtes pas l'expert, mais c'est environ 10 000 lits Ouais, donc au c'est total, donc 10 fois plus que ce qu'on peut assumer. voilà, en tirant à mort ce qu'on est capable de faire. Alors c'est 100 000 aussi sur une période, quoique c'est un modèle exponentiel, donc je pense qu'en l'espace de quelques semaines, on en serait arrivé à 100 000, mais c'est sûr que aucun système de santé peut assumer une telle charge de patients. La mortalité chez les patients intubés, c'est environ 40%. Vous voyez, vous extrapolez le nombre de décès derrière, c'est insupportable. C'est, Oui. C'était terrible. D'où la Peut-être. panique et d'où le fait que lorsque quelqu'un propose un traitement, on l'écoute. D'où peut-être le fait qu'ils étaient de bonne foi et que. Ouais, enfin, mais bien. les- le- Mais il s'est passé 4 ans, quoi. C'est ça le truc. Il s'est passé 4 ans et on a eu le temps de savoir ce qu'il en est. Parmi les critiques, je reviens sur. Il y a un papier qui est sorti. Ce sont des Belges. Donc c'est Baudard et al. Donc dirigé par Jean-Michel Denis, qui est professeur de médecine à Namur. J'ai pas compris le détail de leur étude. Ils remettent en question votre modèle par rapport aux doses pour quantifier effectivement la surmortalité qui aurait eu lieu, sachant qu'en Belgique, eux, ils ont aussi beaucoup prescrit la chloroquine. Donc si jamais... on a un chiffre du taux en Belgique? Alors, on a trouvé 3 études, hein, finalement, et on arrive à environ 70%. 70, alors qu'en France, on est à moins de 20. Voilà, mais à partir de 3 études, hein, souvenez-vous, Oui, donc d'accord. il faut aussi pondérer, dans d'autres pays où on avait des dizaines d'études, hein, mais il semble que ce soit un comportement de prescription qui était Donc, assez commun, donc si jamais votre papier est vrai, la surmortalité en Belgique a été assez importante. potentiellement. Voilà. Juste pour mettre le contexte de. Voilà, on a des Belges qui remettent en question votre modèle. Je dis pas que c'est ça qui les motive, mais sûrement qu'ils sont seulement piqués au vif quand ils voient sortir votre papier, qui mince, donc ils réagissent. Vous avez jeté un œil à leur papier, je suppose. C'est quoi leur critique? Alors, on n'est pas technicien, on va pas forcément tout comprendre, mais en résumé, est-ce que c'est une critique fondamentale qui remet tout en question, si elle est vraie, ou c'est quelque chose qui apporte des nuances? Donc, bah, les collègues discutent de l'effet dose, hein, en se disant finalement, bah, plus des doses ont été utilisées de manière importante et plus ça induit une toxicité, ce qui effectivement est habituellement vrai en pharmacologie. C'est-à-dire qu'au moment où l'hydroxychloroquine a été évaluée dans les essais contrôlés randomisés et proposée à usage compassionnel chez les patients, il y avait plusieurs schémas posologiques, plusieurs doses qui étaient proposées.
Il y avait des schémas qui étaient de l'ordre c'est bien de l'ordre hein, de 2000 mg le premier jour, ce qu'on appelle une dose de charge, et puis d'autres en fait ne faisaient pas de dose de charge ou alors donnaient 600 ou 800 mg le premier jour. Euh, alors, les doses de charge, elles étaient justifiées par le fait que c'est un médicament qui a un comportement entre guillemets bizarre par rapport à d'autres, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup de temps pour Oui, atteindre des concentrations efficaces, et à l'inverse, une fois que vous avez arrêté la délivrance, le médicament il va rester des semaines dans l'organisme avant d'être éliminé par le rein. d'accord. Donc, les collègues, notamment en Grande-Bretagne, avaient modélisé, et ça s'est Il vérifié, je faut, il faut crois, combien de temps pour que ce soit efficace, en général? dans le lupus. Non, enfin, je veux dire, enfin, pour le Covid, une fois pour atteindre une dose de charge qui est censée être la dose à Ah, laquelle on devrait avoir un effet, il faut combien de temps? Parce que bah, le protocole Raoul, c'est précoce. On est censé prendre ça dès le jour où on a la fièvre et pas attendre. je peux pas vous répondre. Pour être franc, On n'a pas je la n'en réponse. sais rien. Mais ça me paraît être un Euh, petit peu long quand même. c'est une expertise que je n'ai pas, pour être franc, hein. Ça rejoint la durée de vie de compartiments Oui, dans les différents compartiments, ce qu'on appelle la pharmacocinétique. Et puis ça rejoint en fait ce que font nos collègues virologues, hein, c'est à savoir une fois que le médicament est présent dans les systèmes biologiques, dans les différents tissus, dans quelle mesure ça va produire des effets. Mais donc, pour revenir à ce papier que vous évoquez, il réanalyse le- le papier Princeps hein, qui suggère, qui montre une surmortalité de 11%, en séparant en fait les études avec dose de charge, pour faire simple, et pas de dose de charge, en disant finalement, celles qui avaient une surmortalité, c'est celles qui sont avec la dose de charge. Bon, c'est un point qui est majeur, hein, qui fait l'objet de débats depuis longtemps. Si on voulait les challenger tout en respectant la qualité de leur travail, qui est certaine, c'est de se dire qu'il y a eu des données de pharmacovigilance avec des doses normales hein, qui ont rapporté des décès, des effets indésirables graves, oui. et que il y a toujours un problème, je ne sais pas si le terme est peut-être trop technique en fait, de collinarité, c'est-à-dire que quand on réanalyse a posteriori les études, on peut éventuellement associer des effets à une caractéristique qui est une autre caractéristique de l'étude. Par exemple, là, si vous voulez, les doses de charge, c'était les études qui avaient le plus de patients. Donc, quand vous voulez montrer un effet, c'est plus facile quand vous avez beaucoup de patients que quand il n'y en a pas. Oui. Voilà, c'est une légère critique. De toute façon, Donc, a en posteriori, gros, on fera la pas le critique qu'ils débat. font, elle pose pas tellement sur votre travail, mais sur l'une des études que vous avez utilisées pour Voilà, enfin, et qui évaluait la surmortalité. D'accord. voilà, c'est exactement ça. Voilà, est-ce que c'est une surmortalité de 1%, 2%, 10%, 20%? D'accord. En fait, c'est dans probablement cette plage-là, pardon, parce que on a, en dehors de ces fameux travaux de méta-analyse sur les essais contrôleurs randomisés, on sait par ailleurs que ce candidat médicament était toxique, hein. Il y a à la fois les données de pharmacovigilance et puis il y a l'essai Recovery, qui est l'énorme essai britannique, hein, où il y avait inclus plusieurs milliers de patients, Ouais. et eux-mêmes avaient mesuré les effets cardiaques, et ils rapportent en fait une surmortalité, certes qui est faible, mais qui est de l'ordre de 0,4%. Alors là, pour le coup, en absolu, hein, c'est-à-dire que si vous aviez 20% de mortalité, ça fait Ouais. 20,4% de mortalité en plus D'accord. d'origine cardiaque. Donc on sait que Et c'est pas bien supporté dans la Covid, avec des événements indésirables, cardiaques et non cardiaques, allant jusqu'au décès. Dans quelle mesure ça peut produire des d'accord. effets? C'est ce qu'a essayé de suggérer notre travail. Parce que cette étude, pardon, je vais finir. Allez-y, non, non, je vous en prie. Que ce papier donc, des auteurs belges est utilisé par la Complosphère et par Azalbert pour dire regardez, il y a des gens qui critiquent leur travail, donc il n'a aucune valeur. Je rappelle la conclusion de l'abstract du papier qui vous critique. Tout cela justifie les recommandations à ne pas utiliser l'hydroxychloroquine dans cette indication. Donc, même si ils sont critiques de votre méthode et du papier sur lequel vous vous êtes appuyé, pour des raisons que je ne peux pas trancher, hein, je ne sais pas pour ça, malgré tout, ils sont parfaitement raccords pour dire qu'il ne faut pas utiliser la chloroquine contre le Covid. Et donc, j'invite les gens qui l'utilisent à l'appui de leur narratif habituel à lire l'entièreté de ce qu'ils veulent utiliser comme argument. C'était pour eux. Euh, dans votre étude, il n'y a pas d'Afrique. Pour quelle raison il n'y a pas d'Afrique et qu'est-ce que ça pourrait changer? Et parce qu'encore une fois, il n'y avait pas de données. Ben oui. C'est vrai pour malheureusement la plupart de la littérature scientifique, hein. Il y a un espèce de grand trou
qui est corrélé au niveau du système de soins. On a la chance de recevoir aux Hospices civils de Lyon des médecins qui exercent en Afrique, hein, et bah, ils ont des difficultés pour les prises de sang, des difficultés pour l'accès aux molécules coûteuses, ce qui n'est pas le cas de l'hydroxychloroquine, hein. C'est un vieux médicament, une toute petite molécule qui est Pour ça, produite par elle a sans doute été L'Oréal. utilisée. Bah, C'est ce que me dit, peut-être. c'est ce que me disent encore En les Algérie, on en est gens à sûr, hein, Marseille, hein. c'est l'Afrique. Voilà, mais on n'a pas de données. Il n'y a parfois pas de registre non plus, hein, c'est-à-dire qu'on ne connaît Oui, pas bien la mortalité. C'est aussi peut-être pour pas non plus être trop pessimiste, c'est une population qui est très très jeune et on sait que le facteur principal de mortalité, eh oui. c'était l'âge, hein, donc Donc si on meurt moins en Afrique, c'est pas forcément grâce à la chloroquine parce qu'on ne sait pas comment elle a été prescrite. En revanche, je pensais qu'ils sont plus jeunes, donc ils avaient moins de risques a priori. oui. On avait dès février, si vous voulez, quasiment les abacs produits par nos confrères chinois, si vous voulez. Donc vous aviez les H, et puis nous-mêmes on regardait, hein, avant d'aller dans les chambres avec des patients Covid, parce qu'on savait qu'on allait tomber malade, c'était beaucoup trop contagieux, on n'avait pas les protections nécessaires. Et donc bah, il y avait une chance sur 10 000 à partir de 60 ans. Moi j'avais une chance sur 100 000, hein, par exemple, si je Ok, tombais malade. Alors c'est chez des patients hospitalisés, donc, mais bon, ouais. voilà, il y a un effet qui est extrêmement fort. Et puis les enfants sont invulnérables, hein. Il y a pas de décès de la Covid chez un enfant, hein. Il y a d'autres manifestations chez les enfants, mais pas le décès. Et Dieu D'accord. merci. Alors, dans les critiques aussi, on pourrait vous dire, mais vous n'avez pas cherché à mesurer si d'autres traitements étaient dangereux. Pourquoi est-ce que vous vous acharnez sur la chloroquine alors qu'il y a la remdesivir, qu'il y a d'autres trucs? Euh, Est-ce que vous n'auriez pas un agenda caché à vouloir absolument vous payer cette molécule, monsieur le gars? Alors, notre vrai agenda n'est pas caché, hein, je vous l'ai dit, c'est de refaire une évaluation globale du comportement de prescription lors de la première vague, hein. Et bah, on est parti sur l'hydroxychloroquine parce que c'était la molécule pour laquelle on avait le plus de données. Mhm. Euh, Rappelez-moi, l'argument au-delà de l'agenda caché, c'est pourquoi C'est l'hydroxychloroquine? Ah oui, parce qu'en fait, je ne fais pas l'évaluation des thérapeutiques, hein. Souvenez-vous, ça s'est fait par plusieurs groupes. Alors, ça peut être soit des sociétés savantes, soit des services. Dans le service où je travaille, en pharmacotoxicologie à Lyon, il y a eu un projet financé par les agences de régulation et le gouvernement qui s'appelle Méta-Évidence. Et donc, on collige les essais contrôlés randomisés, on les évalue, on estime la quantité de biais, puis par méthode mathématique qu'on appelle les méta-analyses, on fusionne les effets pour être plus précis, s'assurer de l'homogénéité et de la consistance des effets. Et donc, on sait maintenant, si vous voulez, les médicaments qui sont efficaces et qui ne le sont pas, hein. Il y a le tocilizumab, les corticoïdes, peut-être le baricitinib, peut-être le remdesivir, avec des quantités de bénéfices en fait qui sont malheureusement imparfaits, hein. C'est une réduction relative de l'ordre de 10, 20, 30%, pas plus. Voilà, et puis le reste, c'est soit neutre, mais neutre, prescrire un médicament pas efficace sur la mortalité, bah, ça expose quand même à des événements indésirables, hein, c'est Ah pas oui. l'homéopathie. Et puis, bah, il y a par malchance, hein, il y a pas de, c'est- on ne pouvait pas l'anticiper, ou non, on ne pouvait pas l'anticiper. Voilà, l'hydroxychloroquine, médicament probablement le plus prescrit dans le monde, très probablement le plus prescrit dans le monde, était le seul médicament qui était délétère sur la mortalité. Enfin, enfin, je ne sais pas comment dire les choses simplement, mais c'est pas de chance, quoi. Enfin, C'était un pari qui avait du sens au départ. oui, c'est ça, Mm. exactement. Voilà, Mais on a j'aurais, parce que je sais pas, la réponse n'a pas répondu à la question qui est que, en tout cas aux critiques qu'on entend, qui sont, mais pourquoi est-ce que vous vous êtes acharné sur la chloroquine? Donc vous avez des données, mais peut-être que vous auriez pu regarder. Et en fait, je sais que vous l'avez fait, c'est pour ça que je vous demande, parce qu'en fait, comme on a préparé l'émission, je sais que vous l'avez fait. Les autres molécules, les autres traitements, les effets négatifs d'autres traitements, c'est des choses qui sont cherchées également. Oui, alors par contre, l'hydroxychloroquine est la seule à avoir montré une surmortalité, hein, voilà. Les autres, en fait, c'est ce qu'on appelle les événements indésirables graves Ouais. ou sérieux. Et malheureusement, moi j'aimerais les estimer a posteriori, mais c'est des données qui ne sont pas présentes dans les essais contrôlés randomisés. C'est-à-dire qu'il y avait une urgence en fait à produire des données, donc on a estimé l'efficacité ce qu'on appelle l'adjudication, l'enregistrement des événements indésirables graves qui doit être fait par les services de pharmacovigilance sont souvent des données manquantes pour la plupart des essais. Donc si on pose la question de savoir bah, l'opinavir, ritonavir, qui est un médicament qui est dans le VIH, pour lequel on avait une tentative de repositionnement, bah, dans quelle mesure ça a produit des effets indésirables? Ça a produit des effets indésirables, mais si je veux avoir une projection, une estimation précise, je ne peux malheureusement pas le faire. On essaie de le faire, mais on ne fera pas, on n'est pas capable. Donc la Ouais. seule chose qu'on est à peu près capable de faire, c'est la mortalité. Il y a des médicaments qui sont efficaces, il y a des médicaments qui malheureusement induisent très vraisemblablement une surmortalité.
D'autres qui sont neutres, ben, on va essayer de mesurer les prescriptions neutres, en disant bah, ça a généré combien, une centaine de milliers de prescriptions à l'échelle de pays, combien on a gagné en mortalité, par exemple, sur les corticoïdes, beaucoup utilisés, donc on l'a dit en Chine et en France, par exemple. Et puis bah, comment, entre guillemets, on a potentiellement perdu sur l'utilisation d'hydroxychloroquine, pour faire une évaluation globale en disant bah, quand on laisse l'expertise des médecins sans preuve, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé et dans quelle mesure ça nous éclairera peut-être sur les prochaines pandémies. Ok, donc voilà, on cherche là où on a des données pour chercher. Et c'est d'ailleurs une des conclusions, on finira là-dessus. Dans votre papier, vous dites, voilà, ce que l'étude met en évidence, bon, c'est qu'il y a un ordre de grandeur, mais surtout qu'il y a un manque de données. Et on pourrait répondre à des questions si on avait collecté des données davantage. On verra ça à la fin, mais d'abord je reviens je reste sur les critiques. Votre article est critiqué sur PubPeer. Alors j'ai vu passer des gens avec des pseudos bizarres. Je ne sais pas si c'est la règle sur PubPeer, mais c'est peut-être assez bizarre. Votre papier il est sorti début janvier. Donc, le temps je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire les critiques, de vous réunir et éventuellement de préparer des réponses. Je suppose que il faudra le faire, mais le timing. Je rappelle aux gens que 385 articles signés par Didier Raoult suscitent des questions sur PubPeer depuis plus d'un an, 2 ans, 3 ans, et qu'il n'y a jamais de réponse. Donc, vous vous calmez sur l'exigence qu'on peut avoir auprès des gens. Si les gens répondent au bout de 2 mois, c'est bien. Hein. Donc là, ça fait un mois, admettons. Est-ce que vous avez vu passer des critiques sur PubPeer qui vous semblent... Oui, là, ils ont enlevé un truc intéressant. Alors, si c'est hyper technique, on va pas capter, mais c'est intéressant quand même de vous demander une réaction à ça. Alors j'ai reçu les commentaires, j'ai regardé un peu pire, alors peut-être pas forcément en détail parce que c'était en recouvrement avec d'autres sollicitations que j'ai eues par mail qui n'étaient pas toujours très formelles, très Très correctes. courtoise. Oui, oui, bah, Ça serait j'imagine. comme ça. Donc, là, si je commets un impair, j'espère qu'on me pardonnera. J'ai vu des commentaires qui sont extrêmement intéressants sur les méthodes de mesure d'effet des médicaments. C'est hyper complexe. Mm. Et donc, l'éditeur, d'ailleurs, sur son site, témoigne du fait qu'il a reçu beaucoup de lettres et que ben, les auteurs auront l'occasion de répondre. Donc, on attend la sollicitation de l'éditeur. Ça se passe comme ça dans le débat scientifique. Ouais. On reçoit une lettre en anglais, bien construite, habituellement en disant qu'on a lu avec beaucoup d'intérêt l'article, ça commence comme ça. Après, Mhm. on pointe les questions, et puis nous-mêmes, on y Donc, répond. j'explique aux gens, Et là, voilà, là, l'éditeur, effectivement, il y a- il fait le filtre. C'est-à-dire que pour qu'une critique ait un statut scientifique, il faut que ça passe par le journal qu'il a édité, parce qu'il faut des formes. Donc, parfois, même la critique, elle est relue et validée avant d'être publiée. Voilà, Oui, toutes les critiques ne sont pas reçues comme étant pertinentes par l'éditeur, c'est ça. c'est sûr. Et puis après, alors, c'est un petit détail, mais j'appelle la table 3, c'est la table 2 ou Ah oui, l'inverse, je ne sais plus, ça il arrive. y a des bourdes Les épreuves, je en me gros, suis des trompé typos, sur les quoi. épreuves. Des typos. Exactement. De la même manière, on nous a imputé comment dire, la localisation en Chine. Voilà, c'est pas de mon fait. C'était une erreur de typo de l'éditeur que je n'ai pas vu, mais à coup de pas. Et D'accord. puis, il y a un chiffre aussi qui n'est pas le bon. Ça change pas le calcul, mais effectivement, si les gens essaient c'est ça qui est à la fois plaisant et puis étonnant, c'est que les gens ont refait les calculs. C'est exceptionnel, si vous voulez, que Vous êtes surveillé, on hein. soit aussi challengé. Alors, Hmm. je vous remercie de l'intérêt de mes collègues. Donc, j'ai demandé à l'éditeur si on pouvait changer cette donnée, enfin, ce chiffre. Mhm. Hein, et donc, on nous a permis en fait de faire un mea culpa en disant, bah voilà, cette table-là, ce chiffre-là, il faut le lire de telle manière. Voilà, Ok. ça change pas le corps du texte pour autant. Et donc, Et mais, après, j'ai pas entendu. Ah, et après, c'est tellement complexe que malheureusement, j'ai entendu quelque chose autour des risques relatifs aux ratio. Et ça ne change pas diamétralement le résultat. Il y a aussi un usage pour nous d'utiliser certaines métriques, certaines mesures, en fait, par simplification, c'est voulu. Voilà, oui. on sait que ça distord un peu, mais c'est l'usage consacré. On pourrait refaire avec les bonnes choses. Ça complexifierait beaucoup la méthode, probablement pour corriger, voilà, c'est parce qu'obscène de le dire, en fait, quelques milliers de, de morts imputables dans cette modélisation. Voilà, Sur, vous avez évoqué l'âge d'incertitude, elles sont tellement fortes, si vous voulez, que je... ouais. Quand vous dites quelques milliers, c'est pas quelques milliers par rapport à vos 17 000, c'est quelques milliers par rapport à l'ensemble des 7 millions, entre 7... combien de morts du Covid dans le monde? Parce que les chiffres sont pas tous alignés, hein. Moi, Joker. j'ai vu 7 et 14. Pas pareil. Millions de patients décédés? Ouais, dans le monde.
C'était the big one, hein. C'était la même magnitude que ce qu'on appelait la grippe espagnole Ouais. en 14-18, hein. Donc, c'est vrai qu'on j'avais à cœur, si vous voulez, de se dire, bah, il faut qu'on en tire le bilan, il ne faut pas qu'on fasse les erreurs. Mais bon, si on se dit que c'est tous les 100 ans, c'était On aussi va. un objet d'inquiétude pour moi, c'est de disant, bah, les gens de ma génération, bientôt, on va partir à la retraite. Les gens d'expérience sont déjà, voilà, les gens qui ont connu le VIH, par exemple, Oui. sont à la retraite actuellement. On n'aura plus cette expérience-là. Et toute proportion gardée, bah, ils auront aussi connu quelque chose de très très fort. Mais espérons que les leçons sont dans la littérature, sont dans les formations des nouveaux, et que c'est pas juste passé comme ça, et puis on oublie. Enfin, j'espère. Euh, pour finir, sauf s'il y a un autre élément, on va finir sur les problèmes. Vous évoquez le principe de Chalmers. On pourra revenir sur ce que je le connais pas, mais j'ai lu le truc. Vous pourrez me dire un peu ce que c'est. Est-ce qu'il y a autre chose dans les critiques que vous avez reçues ou auxquelles vous voudriez répondre ou un élément à préciser pour que les gens comprennent bien ce que vous dites? Ou est-ce qu'on a fait le tour? Sinon, que la mesure, là, vous avez dit pas des milliers sur ce que j'ai estimé. Si, ça peut, entre guillemets, surestimer de 1000, 2000, mais vous voyez, entre 15 000, 17 000, vous L'ordre dites, de ben, grandeur est le même. Ouais. quand je dis l'ordre de grandeur, tel que vous l'avez évoqué, ça ne change pas vraiment les choses. Euh, à D'accord. part ça, euh, c'est vrai qu'il y a eu une critique dans le monde. C'est-à-dire que le journaliste, très normalement, hein, dans son travail, en fait, a demandé à un épidémiologiste dans quelle mesure mais les résultats pouvaient être critiqués. Et d'ailleurs, il a eu un titre qui était extrêmement élégant, qui était la difficile estimation des morts en rapport avec l'hydroxychloroquine. Donc, Mhm. il a vraiment raison en disant ça. Effectivement, il y a un poids qui est très important par les États-Unis, à la fois parce qu'ils ont beaucoup prescrit, et aussi parce que c'est une population de très forte taille, hein, plus de 300 millions d'habitants, si vous voulez. Et c'est vrai que la manière dont on estime les paramètres aux États-Unis, ça peut changer de manière assez importante par sa contribution, je dirais, naturelle, par la proportionnalité, si vous voulez, de la Ouais. taille de la population. Voilà, ça change un peu, mais C'est pour ça que je me suis arrêté sur le chiffre en France, qui est plus parlant pour nous, parce que 17 000 dans 6 pays de tailles différentes, ça n'a pas beaucoup de sens. Quand on sait à peu près la taille de la France et qu'on pose 200 à peu près en une ordre de grandeur d'essai, on comprend mieux ce que c'est, je crois. c'est vrai que dans le deuxième travail qu'on est en train de faire, c'est un teaser, et peut-être qu'on le fera pas, j'en sais rien, mais plutôt que d'aller pays par pays, on va peut-être modéliser un pays théorique, en disant on va prendre 50 millions d'habitants, 10% de mortalité intra-hospitalière, puis projeter tous les comportements de prescription. Ça nous évite ces débats sur D'accord. bah, combien exactement de patients ont été hospitalisés, combien sont décédés, en disant bah, on va se mettre dans un paradigme contrôlé, entre guillemets, qui paraît raisonnable par rapport à ce qu'on a connu. Et puis là, on verra dans quelle mesure les comportements de prescription pays par pays ont pu être bénéfiques, neutres ou D'accord. délétères globalement. Alors, enfin, qu'est-ce qu'on devrait améliorer dans les, je pense aux données, hein, à comment on les collecte, qu'il y a d'autres échelles auxquelles on peut jouer, pour qu'un travail comme le vôtre, si ça recommence, on puisse avoir des informations claires pour savoir exactement. Enfin, parce que là, la marge d'erreur entre 3 000 et 30 000, la plupart des gens vont être choqués. Je sais que quand on est pro, c'est des marges, etc., ça a du sens. Mais les gens qui veulent des chiffres, ils veulent qu'on leur dise 2503, vous voyez, et pas. Bon. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? De quoi vous avez besoin, vous, pour que votre travail, on puisse réduire cette marge et avoir plus de certitude? Il faudrait, ce qui est impossible, avoir une meilleure estimation de l'effet du médicament. Mais comprenez bien que montrer une surmortalité de 11%, c'est très rare en fait, parce qu'il faut une puissance extrêmement importante et avoir fait beaucoup d'essais contrôlés randomisés, beaucoup d'études, si vous voulez, pour le faire. Et puis Donc il y avait. quand on se rend compte que le médicament commence à tuer, on arrête en général. Donc c'est compliqué d'avoir des données complètes. Oui, Dieu Ouais. merci, c'est ça. Donc c'est déjà une situation pharmacologique qui est extrêmement rare. Donc ça, c'est la première chose, hein. On se pose dans un débat théorique, hein. C'est-à-dire qu'il aurait fallu plus d'études de plus forte puissance pour avoir une précision sur la mesure. Ça, c'est la première chose. Mhm. Savoir aussi bah, qu'est-ce qu'un effet dose. Enfin, mais pour ça, il aurait fallu des millions de patients, hein, quasiment, hein. Enfin, ça, c'est absolument pas souhaitable. Ou en tout cas des centaines de milliers. Euh, et les exposer à un risque complètement indu. Enfin, voilà, encore une fois, ça n'a pas de sens. Et puis, il faut avoir, une fois qu'on a cet effet, le nombre de patients décédés sous traitement. Exactement. Oui. Et ça faisait défaut. C'était pas clair. Ça, on ne sait pas.
déjà, savoir le nombre de patients hospitalisés, ça peut être un enjeu. Les bases de données sont en train de disparaître par ailleurs. C'est aussi ce qu'on m'a dit dans des sollicitations qui ne sont pas académiques, en disant, mais on essaie de trouver vos chiffres, mais on n'y peut rien, en fait, c'est-à-dire que les bases de données sont en train de disparaître. Ça, c'est Donc un problème, peut-être, quand même. certaines sont encore actives. Bah oui, effectivement, si on veut entretenir une mémoire épidémiologique, entre guillemets, est-ce qu'il faut les maintenir ou pas? Mais c'est vrai que les liens aussi, je suis en train de regarder sur d'anciens documents, par exemple sur le Haut Conseil de santé publique, si vous cliquez sur le lien, il ne marche plus. Vous voyez, donc il y a une espèce de mémoire numérique qui est en train de disparaître. Ouais. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'on m'avait dit? Oui, donc savoir le nombre de patients hospitalisés, c'est compliqué, et même le taux de mortalité chez les patients hospitalisés, c'est pas si évident que ça. Parce qu'il n'y a pas d'évaluation extrêmement précise, pays par pays. Il peut y avoir des données qui sont contradictoires aussi. Donc ça a été aussi, on a C'est un été un peu petit peu choquant de se étonné dire, quand. on est extérieur. C'est facile, hein. On n'est pas dans les chiffres, on n'est pas dedans, c'est facile de critiquer, donc je suis d'accord. Mais c'est quand même un peu étonnant. On parle de la vie des gens. En plus, il y a eu quand même une pandémie. La plupart des gens connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est mort, au minimum. Euh, que vous me disiez, on ne sait pas combien de gens sont morts sous traitement, si c'est ce que j'ai compris. C'était, Oui, c'est vrai. on se dit mince, on est quand même au 21e siècle. Tout est numérisé, tout est facilement stockable, indexable et retrouvable. Ces Oui. données-là, elles me paraissent être importantes. La donnée, elle existe, parce que effectivement, les dispensations de médicaments en France, en tout cas, c'est pas vrai partout dans le monde, hein, mais dans la plupart des pays développés, j'imagine, sont faits par l'intermédiaire d'ordinateurs, pour parler simplement, hein, ce qu'on appelle les systèmes d'information. Mais ces systèmes d'information ne sont pas établis à l'échelle d'un État. En France, en fait, il n'y a pas eu, à un moment, l'assurance maladie qui a dit à tous les hôpitaux, privés, publics, vous allez utiliser mon système d'information. D'accord. Ah Il y oui. a une quinzaine de prestataires au bas mot, si Donc vous ça veut dire voulez, que les effectivement, données qui, ah, existent probablement, mais qu'il faudrait aller mettre le nez dans chaque système d'information. Et ça, c'est la peste et le choléra réunis, quoi. D'accord, j'imagine. a Ok. posteriori, qu'est-ce qu'on en tirerait vraiment comme, Oui, est-ce que comme ça vaut le conclusion? coup, en termes d'amélioration d'information, d'aller fouiller partout? Ouais, si on ne le fait pas, on ne sait Je- pas. Personnellement, je pense pas. Personnellement, je pense pas. Parce que, après, comme je vous l'ai dit, on ne pourra pas réadjudiquer a posteriori l'effet d'un médicament. C'est un effet moyen qui est observé, si vous voulez. Ce fameux 11%, on ne peut pas, a posteriori, en Faire mieux. l'absence de données, le réattribuer de manière formelle. C'est extrêmement compliqué. Et puis c'est même émotionnellement, je pense, particulièrement dangereux Alors, vous pour les évoquez proches. le principe de Chalmers, avec qu'il faut randomiser les premiers patients, et vous dites qu'il faut le généraliser au plus vite. Donc ça me semblait être intéressant comme message de conclusion pour dire, voilà, au-delà du fait qu'on constate qu'il y a une surmortalité, qu'on constate que c'est compliqué d'évaluer, mais qu'on a quand même une marge, machin, au-delà de ça, vous proposez une amélioration qui est de suivre ce principe de Chalmers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il faudrait qu'on fasse? Alors, il y a un débat, si vous voulez, qui est toujours de se dire, est-ce que il faut euh, inciter les patients à participer aux efforts de recherche, considérant qu'effectivement, ils peuvent tomber dans le bras par l'allocation aléatoire dit standard de soins, hein, ou laisser le libre accès dans une vision assez libertaire, hein, au sens sociétal du terme, à tout traitement, euh, préjugeant que c'est la liberté de chacun que de choisir son traitement. Ouais. Et bah, Chalmers, hein, qui était un épidémiologiste qui a beaucoup travaillé, publié dans les années 70-80, si je ne dis pas de bêtises, a fortement incité à la première stratégie, qui est de dire, plutôt que de rester ad vitam dans une incertitude complète sur les vrais traitements efficaces, Hmm. eh bien, aller directement vers la génération de données de très haut niveau qui correspond encore une fois à ce fameux principe d'essai contrôlé randomisé où on tire de manière aléatoire l'allocation des traitements en gommant, en supprimant les facteurs de confusion par l'allocation aléatoire. En fait, l'allocation aléatoire, c'est Maradona, c'est la main de Dieu. C'est-à-dire que si vous voulez équilibrer les facteurs de confusion connus et inconnus, si vous voulez, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est l'allocation par le hasard. C'est étonnant, mais c'est un principe maintenant qui est bien établi. Et Ça en évite revenant, que les médecins qui ont l'espoir que leur médicament fonctionne le donnent aux patients qui ont les meilleures chances de guérir.
et constate qu'ils Ouais, guérissent mieux. par exemple, en fait, un médecin, il fait bien son travail habituellement. C'est-à-dire qu'il est capable de dire, lui, il va plutôt bien supporter le candidat médicament, lui, il a de fortes chances de Ouais, mourir, lui. Donc, en fait, par ses décisions, il va induire des modifications pronostiques qui ne sont pas liées au traitement, mais qui c'est sont ça. liées au pronostic de base, si vous voulez. Et c'est Donc, exactement, je me permets de porter un jugement, ce qu'il me semble qu'on a vu à Marseille avec le tri des patients tel qu'il était fait et le refus d'appliquer une méthode. Et d'ailleurs, ils ont insulté les méthodologistes, ils ont insulté les, les modélisateurs et des gens comme vous. Je sais que vous ne voulez pas personnaliser le truc, mais moi je le fais quand même. Parce que s'il y a autant de tensions aujourd'hui, c'est parce que on a eu cette opposition qui est de leur fait. En gros, vous me dites, bah, il faut juste de la méthode, quoi. Enfin, il faut juste, avec de la méthode, même si de base, sur le terrain, ça peut être un peu une torture de se dire, je ne me fie pas à mon instinct, mais j'applique une méthode et et peut-être que ça me frustre, mais quand en plus on est dans un institut universitaire qui doit produire des données scientifiques, c'est un devoir en fait d'informer tous les autres soignants des résultats les meilleures qualités de l'étude qu'on mène, plutôt que de vouloir mettre son instinct dans le truc, quoi. deux éléments sur votre suggestion. Le premier, c'est que d'emblée, si vous voulez, lors de la crise sanitaire, toutes les institutions, hein, le Conseil de santé publique, les agences de régulation ont appelé en fait à inclure les patients dans les essais. On pourrait discuter, je pense que c'est peut-être un autre débat, pourquoi on n'y est pas arrivé, pourquoi un pays y est particulièrement arrivé, la Grande-Bretagne, et pourquoi d'autres pays, y compris la France, on n'y est pas arrivé. Mhm. Ça, c'est le premier point. Et puis après, je vais vous répondre en tant que médecin prescripteur, si vous voulez. Moi, je trouve ce qui est le plus dur, c'est au contraire de laisser l'incertitude du côté du prescripteur. C'est une torture, Mhm. effectivement, que de voir les patients pas bien aller et puis de leur dire, voilà, primum non nocere, avant toute chose ne pas nuire, je ne sais pas, je ne vous prescrirai pas ce candidat médicament. Il y a aussi un problème sur les termes, hein, vous l'avez évoqué, dire qu'il n'y avait pas de traitement, bah si, il y en avait, encore une fois, l'oxygène, la prévention des phlébites, le traitement des surinfections et évidemment des traitements. Et puis dire, je vais vous donner un médicament, c'est pas vrai en fait, c'est un candidat médicament, c'est le terme exact en fait quand D'accord. on est en phase de développement d'une molécule, ce qui était le cas pour la Covid. Et moi je trouve au contraire quand vous avez des guidelines qui sont extrêmement forts et on vous dit, vous n'avez pas le droit de prescrire, ou alors de manière extrêmement chez des patients qui vont mourir dans telles conditions, eh ben, ça me paraît plus facile pour le médecin près de son patient qui est dans la peine. Ok, bon, bah, je vous remercie beaucoup. J'invite les gens à constater la différence, enfin, l'attitude du chercheur prudent, mesuré qu'on a eu avec lui. Pourtant, j'ai fait un jeu de rôle, je vous ai poussé un petit peu pour essayer de vous mettre dans le, voilà, face à la contradiction, voir un peu ce qui se passe. Et je veux souligner, vous êtes extrêmement calme, vous êtes extrêmement prudent, extrêmement humble par rapport à ce que vous dites. Et si tout le monde était comme ça, on s'emballerait tous moins et on pourrait faire le ménage plus vite sur les mauvaises idées qui sont sur la table. Donc je vous remercie pour ça. Je rappelle que vous n'avez rien à gagner, rien à vendre ici. Pas de conflit, etc. Vous êtes juste parce que vous faites un papier qui est important et vous acceptez de venir prendre toute votre soirée ici avec nous pour expliquer aux gens ce que vous avez fait et comment et pourquoi. Et ben, je vous remercie pour ça aussi. Et j'espère que quand il y aura les réponses aux critiques sur le papier, tout le monde, on pourra voir que vous ayez tort ou raison, qu'on puisse enfin avoir des réponses sur ce qu'il en est et sur ce qu'on doit faire à l'avenir. Et donc, plus de méthodes, c'est ce que je retiens. Et pour ne pas laisser le prescripteur face à sa responsabilité tout seul de devoir choisir qu'est-ce qui pourrait sauver son patient. Parce qu'en effet, c'est pas rigolo vu le contexte que vous nous avez raconté. Merci beaucoup, professeur Legard, C'est votre invitation, c'est un plaisir. et bonne continuation. Moi, je retourne sur mon bidule pour passer le petit jingle, pour passer à la troisième phase de l'émission. Bonne soirée. Au revoir.